Salut Carlos, Hello, hello. je suis ravi de t'accueillir sur Aventure Humaine, le format aussi aujourd'hui, donc à vous les studios où on va explorer ton podcast, ton média, ton aventure autour de Silicon Carnet. Ouais, je On suis est en super content direct d'être de... d'être là. Je sais qu'il y a peu d'élus, donc je me sens très honoré de faire partie de cette série à vous les studios. Je trouve le titre absolument génial. Donc merci Gaël de m'avoir invité. Avec grand plaisir, surtout que du coup on est en direct de San Francisco avec toi, de l'autre côté de la planète. Donc merci d'être avec nous aussitôt et nous de notre côté aussi tard. C'est la magie du podcast. Absolument. Euh, Est-ce que déjà avant de plonger, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Ouh là là. Bah écoute, j'ai 49 ans, je vis à San Francisco depuis plus de 12 ans. J'ai 2 enfants de 16 ans et 19 ans, 2 filles. Et j'ai toujours été un entrepreneur, même si j'étais pas du tout programmé pour être entrepreneur, puisque en fait moi j'ai fait des études de littérature. Je m'apprêtais à être prof. J'ai même enseigné 2 ans en tant que maître dans l'éducation nationale. J'ai enseigné l'espagnol parce que j'étais pas très très courageux non plus, et parce que je suis d'origine espagnole. Et et puis je me suis beaucoup ennuyé et j'ai découvert Internet en 94, 95 et décidé de lancer ma première start-up en 97 avec mon frère qui avait 18 ans et moi j'en avais 23. Et c'était une agence digitale à l'époque. Et on a lancé ça à Limoges. Donc il est quand même pas la capitale de la tech, qui est la capitale de plein de Tu sais que choses, mais pas, en tout cas pas moi je suis d'Internet. né à Clermont-Ferrand. Je Ouais, suis donc né tu à as un Clermont, voisin, donc donc c'est bon, on est ouais. voisins. Et j'adore Limoges, j'adore la région. Je trouve que c'est une région sublime. Mais voilà quoi. Donc je suis tombé dans la tech par ennui d'abord de, bah oui, je m'ennuyais en tant que pro. Je me voyais pas finir quoi. C'était pas ma vocation et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont profs et qui font ça avec beaucoup d'engagement. Mais c'était pas mon truc, donc j'ai décidé de transformer un peu une passion que j'avais, ou en tout cas une passion que je découvrais pour ce nouveau médium qui est Internet à l'époque. On rappelle, hein, je suis en train de parler de 96. Et on s'est lancé avec mon frère Manuel avec un peu sur un coup de tête et de façon un peu folle à Limoges, et on a créé une agence digitale qui est devenue ensuite Imakina, qui est rentrée en bourse. Moi, je suis parti après l'entrée en bourse. J'ai créé ensuite un éditeur de logiciels qui était premier éditeur de logiciels en SaaS en France, qui s'appelait Blue Kiwi Software, qui faisait la social collaboration. Donc là, c'était la vague Web 2. Et je suis parti aux États-Unis avec cette startup que j'ai revendue 2 ans plus tard. J'ai pas voulu rentrer en France à ce moment-là. Je suis resté dans la Silicon Valley où j'ai créé encore une startup dans le domaine du mobile gaming et qui s'est plantée avec des investisseurs américains. Là, j'ai découvert la Silicon Valley, comment est-ce qu'on montait des startups dans la Silicon Valley. Mais je me suis planté, mais j'ai beaucoup appris. J'ai dit plus jamais de startup, donc je suis devenu investisseur et j'ai créé mon propre accélérateur avec Géraldine Neumer et Pierre Gobil, puis ensuite mon propre fonds aujourd'hui qui s'appelle Diaspora VC. Et le Web3 est arrivé, la blockchain est arrivée, et j'ai pas pu m'empêcher. Le Covid aussi, et j'ai dit il faut que je remonte une startup parce que cette révolution un peu comme la première et la deuxième. Titille. Voilà, et puis c'est peut-être ma dernière vague, c'est peut-être la dernière fois que je surfe un tsunami comme ça, et donc j'ai remonté une nouvelle startup qui s'appelle Uncut et qui permet aux créateurs de financer leur création, quoi. On va y revenir. Je suis Ça désolé, c'est fait pas quelques court, années. mais j'essaye de C'est faire le très plus bien. vite possible un parcours qui a déjà plus de 25 ans, quoi. Bah, c'est ça, qui est déjà très très riche. Ouais. Euh, Et quel est, entre-temps, j'ai oublié, j'ai aussi lancé Silicon Carnet, mon podcast. eh ben effectivement, voilà. Et Et voilà. donc là, il y a quelques années, tu lances ton média, il y a 4 ans. Quelle est la genèse? Pourquoi tu te dis, je vais lancer un podcast, un média? C'est parce que tu t'ennuyais aussi, comme quand tu es venu sur les bancs de l'entrepreneuriat en 96? Mais pas du tout, parce que depuis que je suis rentré dans la tech, je me suis jamais plus ennuyé. J'ai même été très très Ah oui, occupé. un Mais peu trop.
Non, c'est pas passé comme ça. En fait, j'avais une chronique sur France Info qui s'appelait En direct de la Silicon Valley que j'ai fait pendant 3 ans, que j'ai adoré avec Jules Lavie, un journaliste incroyable qui est plus d'ailleurs à France Info depuis. J'avais une chronique toutes les semaines de un grand format, 2 minutes. C'est ce qu'ils appellent un grand format à la radio. Et toutes les semaines, je donnais des nouvelles de la Silicon Valley. J'adorais ça et je faisais ça très studieusement. Vraiment pas pour des raisons économiques. J'étais payé 68 € brut. Donc par chronique, donc je faisais vraiment pas ça pour l'argent, mais j'adorais ce truc-là. Et un jour, après 3 ans de bons et loyaux services, 10 minutes avant d'enregistrer, je reçois un mail de France Info qui me dit je suis désolé Carlos, on a oublié de te dire, ta chronique a été supprimée, a été remplacée par une chronique sur le rugby. Je dis what? Et donc ça m'a créé une énorme frustration. Parce que j'adorais ça, Jules m'appelle, il me dit je suis vraiment désolé, on a un nouveau rédac chef. Et là, tu vois, c'est cette notion de ne pas être en contrôle finalement de ce que je faisais. Et je me suis dit, et c'est Richard Menveux de French Web qui m'a dit mais lance ton podcast. J'étais pas complètement chaud parce que je connaissais pas du tout le podcast. Techniquement, je maîtrisais pas le truc. Moi, j'avais des ingénieurs de son de France Info qui faisaient le taf, quoi. C'était pas moi qui faisais. Et Richard m'a envoyé un roadcaster par la poste sans rien me dire. Il m'a dit tu commences dans 2 semaines, démerde-toi qu'en fait je veux ta chronique et on va la diffuser sur French Web. Donc j'avais plus le choix. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est là que j'ai découvert la liberté finalement de voilà quoi, d'avoir son propre média. Tout d'un coup j'avais plus aucune contrainte. Non pas que j'avais aucune contrainte sur France Info en termes de sujet, mais j'avais une contrainte de format. Il fallait faire 2 minutes, pas 1 minute, pas 10 secondes de plus, etc. Ce qui m'a appris beaucoup en termes de production. Et là, je suis tombé dedans. Et comme à chaque fois que je prends un sujet et qui me passionne, je vais à fond dedans. Et Silicon Carnet est né comme ça, dans mon salon à San Francisco. Et donc, quelle est la ligne éditoriale que tu suis directement, que tu mets en place? C'est la continuité, on va dire, de la chronique que tu faisais sur France Info, où tu te dis, allez, j'ai envie d'explorer ça, ça, ça et ça. Comment tu imagines et comment tu crées le branding Silicon Carnet? Alors, et je pense que ça tient aussi quelque part à une forme de sentiment d'imposture. Quand j'ai débuté, où j'ai créé tout un univers, mais un peu comme un artiste, comme un David Bowie invente Ziggy Stardust. Moi, j'ai inventé El Gringo, c'est une sorte de costume dans lequel je m'étais mis, dans lequel je me suis mis, pour peut-être, tu vois, me maquiller après cet épisode de France Info où j'étais là, en revanche, Carlos Diaz, machin. Donc là, tout d'un coup, je devenais libre, mais en même temps seul. Et donc, j'ai inventé ce personnage du Gringo. J'ai appelé le show Silicon Carnet, qui est une énorme joke, quoi, quand même. Voilà. Et après le ton, j'ai inventé un ton aussi je veux faire quelque chose de très sérieux. J'essaye de toucher en profondeur un sujet, et pas forcément d'actualité, mais un sujet de société, avec mes potes, parce que je connais beaucoup de monde ici dans la Silicon Valley, parler de ces sujets de tech en français depuis la Silicon Valley, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de sujets tech depuis la Silicon Valley, mais en anglais, et beaucoup de gens qui parlent de sujets tech, mais depuis la France, c'est-à-dire sans le regard, sans baigner en fait dans la Silicon Valley. Donc moi, j'ai cherché ce créneau entre cette sorte de positionnement un peu paradoxal avec ce personnage, avec cette tonalité. Je suis très inspiré. Moi, je suis de la génération Thierry Ardisson, quoi. Donc moi, ce qui m'inspire, c'est Le Dîner, par exemple, de Thierry Ardisson. Moi, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, et je le reçois, on me le fait souvent, c'est de me dire, j'ai l'impression d'écouter ton dernier épisode. Mes épisodes durent à peu près 1 heure. J'ai eu l'impression d'être à un dîner avec tes potes et d'être un des invités à table. Et moi, ça, c'est voilà. Mais on parle de façon décontractée, très amicale, sans langue de bois, de sujets profonds, avec, j'espère, un maximum d'intelligence. J'y arrive des fois, pas toujours, mais en tout cas, c'est l'objectif. En tout cas, tu t'es appuyé sur ton unicité. Il y a personne d'autre que toi qui, en français, peut être aussi impliqué et aussi Oui. Ouais. entouré depuis
la Silicon Valley, quoi. Ouais, mais on a tous, en fait, ça n'a rien d'exceptionnel, dans le sens où je pense qu'on a tous une singularité et que Faut s'appuyer il dessus. faut juste la trouver. Et on est tous on est des êtres complexes. Et on a chacun, et je pense que même si on est inspiré par d'autres, moi je m'inspire d'autres, mais en essayant de copier les autres aussi, tu découvres ta propre personnalité, tu comprends que tu vas pas arriver à être aussi bon que celui que tu essayes de copier, mais dans le process, tu découvres aussi ton propre style. Et donc oui, moi j'ai essayé mais ça a pas été une démarche où je me suis posé sur une feuille en disant alors c'est quoi ta singularité, nanana. J'ai commencé, j'ai testé et je l'ai découvert au fur et à mesure des épisodes. On en est à la 4e saison, on approche du 100e épisode. Donc ça a été un long travail. Est-ce que tu as fait des choix sans compromis? Est-ce que tu as vraiment choisi peut-être un ton, un angle, Ouais. dit ces personnes-là ou ces sujets-là, j'en parlerai pas. Ici, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce Euh, que tu as un petit peu travaillé tout ça? c'est pas écrit, tu vois, c'est pas, j'ai pas une sorte de bible, je suis pas un ayatollah qui impose des règles et une sorte de dogme autour de mon podcast, mais je m'interdis aucun sujet. Là, je suis en train de travailler, par exemple, sur un sujet sur la mort, qui est pas un sujet facile. Et comment est-ce que la technologie est entrée dans dans les rites funéraires. Euh, c'est un sujet un peu tabou. Il y a des sujets un peu tabous. Je m'interdis aucun sujet. Après, je m'oblige à un ton euh, qui est justement le ton du gringo, qui est le ton de Silicon Carnet, qui pose toutes les questions, qui s'embarrasse pas de qu'est-ce qu'on va penser ou moi j'ai rien à vendre, hein. J'ai rien à vendre et voilà, je vais très bien, j'ai une carrière qui a très bien marché, donc je ne ménage pas quoi, en fait mon réseau, c'est-à-dire que les gens qui m'écoutent, si les gens m'aiment pas, c'est pas Oui. grave quoi, en fait quoi. J'essaye pas comme ils disent aux États-Unis, I'm not here to please everybody. I'm not tequila. Je suis pas de la tequila. Je suis pas là pour faire plaisir à tout le monde, quoi, en fait, quoi. Ah ouais. Tu as une très, très grande liberté effectivement, dans ta posture. Ouais. Donc c'est sûr ça et ça se ressent. Ok. Comment Cool. tu t'organises justement, Mm. dès le début pour, faire marcher ce roadcaster, et pour, enregistrer ses premiers épisodes? Oh là Comment là, c'était une tu galère pas comment tu fais? possible. Ouais, c'était une galère pas possible. J'ai reçu ce truc par la poste. Encore merci Richard de French Web. Mais je savais pas, donc j'ai regardé des vidéos YouTube de mecs qui présentaient ce produit qui à l'époque était tout nouveau. Bon bah j'ai passé des heures à essayer des trucs sans que ça marche, à découvrir et puis finalement pour me rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Après GarageBand pour faire tout le montage. Au début je faisais tout moi-même. Maintenant aujourd'hui Silicon Carnet il y a une vraie équipe. J'ai une assistante de prod qui m'aide pour monter les épisodes, enfin pour préparer les épisodes, inviter les gens, etc. Et j'ai un ingénieur du son qui fait Benoît et Pauline qui m'aident. Donc on est une équipe. Mais ouais ça a été une grosse galère. Mais bon. C'est juste une question d'heure et il y a une courbe d'apprentissage, mais finalement, je suis pas en train d'envoyer non plus des fusées sur Mars, hein, donc tout le monde peut y arriver. C'est juste qu'il faut prendre le temps de s'y pencher. Je pense que c'est pas plus dur que d'utiliser, j'en sais rien moi, une tronçonneuse, hein, et de couper un arbre. Je serais incapable de ça. Donc voilà. Après, oui, vas-y, Kael, pardon. Ouais, j'allais dire, comment se passe du coup dès le début? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de partenariat avec, French Web du coup? Ouais. Alors le premier épisode, d'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter, il est dantesque. On était quatre, j'étais avec 3 potes à San Francisco dans mon salon. On avait ouvert quelques bouteilles et puis je pense qu'il y avait 4 auditeurs, c'est-à-dire nous, quoi. Mais French Web m'a fait confiance dès le départ et a diffusé sur la plateforme French Web, a fait la promotion de Silicon Carnet à travers French Web. Et ça m'a installé, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas eu
Tout de suite, j'ai eu commencé, alors peut-être aussi parce que ça faisait déjà un petit bout de temps que j'existais, que j'avais moi-même mon propre net ou réseau, quoi, et des gens qui me suivaient. Mais on a commencé tout de suite à faire plusieurs centaines d'écoutes, quoi, tu vois, par épisode. Et puis aujourd'hui, un épisode de Silicon Carnet, c'est à peu près 10 000 écoutes, quoi. Aujourd'hui, Et mais tout de suite, ça a tu pris t'es du mis temps. en place. Tout de suite, tu t'es dit, je diffuse toutes les semaines Ouais. ou ouais, tu t'es Oui, dit, parce que j'ai utilisé en fait mon podcast comme une sorte de discipline intellectuelle. C'est-à-dire que une de mes motivations en créant Silicon Carnet, c'était comme on va à la gym, tu vois, régulièrement. Moi, je suis pas du tout sportif, donc, mais j'ai créé Silicon Carnet. Pour moi, c'est un exercice intellectuel que je m'oblige à faire toutes les semaines. Alors, il y a des semaines où ça m'emmerde, hein, mais comme quand tu vas à la salle, tu vois, tu te dis ah ouais, je vais y aller. Et puis une fois que tu le fais, c'est que tu sors de la salle, t'es super content. Ben moi, c'est pareil. Je m'oblige à choisir toutes les semaines un sujet, à le travailler intellectuellement. Ça me prend énormément de temps. Un épisode de Silicon Carnet, c'est entre 10 et 12 heures de travail. Alors maintenant, c'est pas que moi qui fais ce travail-là, mais de mon côté, entre le choix du sujet, il vient naturellement parce que je suis très exposé à plein de choses et que je ressens. J'ai jamais eu de problème à trouver des sujets. Mais une fois que j'ai un sujet, bah, j'ai beaucoup de recherches, beaucoup de lectures. Je rédige tout. Les gens sont très impressionnés aujourd'hui avec, on va en parler des NFT. Je donne accès à ceux qui ont acheté le NFT de l'épisode à mes notes. Et les gens sont très impressionnés parce qu'il y a 5 pages de notes, quoi, en fait, sur un sujet. Et les gens, ils se disent, mais moi, je pensais que tu improvisais tout et que tu savais. Mais non, j'improvise rien. J'écris tout. Alors, je lis pas, mais j'ai besoin d'un énorme travail. Mais ça, c'est mon côté littéreux, de rédaction, de lecture avant de lancer sur un sujet. Et donc ça me prend 5-6 heures, quoi, par semaine. Mais c'est mon exercice. C'est ma salle de gym. Et ça m'aide énormément sur d'autres trucs Silicon Carnet. Moi, je suis dans la tech, donc forcément, ce travail-là, il est super productif sur d'autres domaines que Silicon Carnet. Et au début, est-ce que autre que ce pilier French Web, tu t'es appuyé sur, je sais pas, des réseaux, tu avais une newsletter, tu avais effectivement un entourage. Comment tu as fait pour lancer la machine de ton côté? Facebook, LinkedIn, Twitter, c'est grosso modo chaque épisode, j'en parle dans mes réseaux sociaux et j'ai construit ma base là-dessus. Ensuite, moi, j'ai des invités dans mon émission. Au début, j'avais 3 invités. Aujourd'hui, je suis sur un format de 2. Et donc, je demande à mes invités expressément de partager cet épisode. Je leur fais une sorte de audiogramme avec un passage à eux dans le show qu'ils puissent partager où c'est eux qui parlent. Et je pense que j'utilise leur réseau aussi pour construire l'audience de Silicon Carnet également. Mais j'ai rien fait d'autre, hein. J'ai jamais acheté de pub ou voilà. Bon, French Web, bien évidemment, m'a mis sur le pied à Sur les rails. l'étrier, ça c'est évident. Ouais. OK. Et donc tu as toujours, au niveau matériel, tu as Toujours poussé mon un peu le roadcaster. curseur? Ouais. J'ai vu qu'il y avait le nouveau qui était sorti. Bon, il marche super bien mon roadcaster, donc voilà. Mais le nouveau, il est magnifique. Donc je pense pas que je change tout de suite, mais non. J'ai investi dans un micro. Au début, je faisais ça avec des SM58 Shure, le micro qui passe Standard. partout, que tout le monde Ouais. utilise, qui est topissime d'ailleurs et qui marche très très bien. Là, j'ai investi dans un nouveau micro Hell qui m'a coûté une fortune et quand je écoute, je me dis mais le SM58 était pas mal aussi. Bref, mais ouais, je pense que tu sais, je suis un musicos aussi et on a le même défaut, t'es musicien, on est toujours en train d'acheter des pédales, des guitares, La tech aussi, c'est pareil. donc voilà. Le nouveau Mais logiciel, ouais. ouais, bon alors logiciel non, je fais GarageBand et puis j'enregistre j'enregistre sur Zencaster, je suis passé sur StreamYard, là je vais revenir sur Zencaster. Ouais, donc voilà, mais ouais, ça y est, mon setup techno, il est en place, je me pose plus cette question-là.
et je me concentre sur le contenu, quoi. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Avant de passer sur la genèse et du coup le projet Uncut, est-ce que tu as des grosses galères, des anecdotes à, à nous partager? On est toujours friand du malheur des autres, nous Ouais. humains. Est-ce qu'à un moment c'était compliqué? Qu'est-ce qui a été galère je sais pas, à enregistrer, à organiser, à communiquer? Est-ce que tu as des petites choses à nous Euh, partager? alors, je sais que souvent, une des galères, c'est une sorte de découragement de se dire je parle dans le vide et j'arrive pas à créer d'audience. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai eu le sentiment que tout de suite j'avais été écouté et que tout de suite le podcast a trouvé son audience et maintenant j'ai pas de volonté à devenir un Joe Rogan ou un truc comme ça. Moi, je suis pas à regarder mon audience toutes les semaines, à me demander si elle est stable, elle progresse. Voilà, ça me va. Mais je sais que ça peut être une galère. Et moi, j'ai jamais eu ce problème de découragement. Euh, j- j'ai maintenu à peu près le rythme d'à peu près un podcast par semaine. Alors après, il y a la période estivale, j'ai du mal. Tu vois, juillet, août, je me sens pas d'enregistrer. Je sais pas, c'est le climat. Je me dis, qu'est-ce que je fous derrière mon micro? Il fait beau dehors. Et ça, c'est pas bon parce que j'ai l'impression de recommencer. Il faut que je recommence, que je me réintroduise dans la routine des gens. Le podcast, c'est une routine. Les gens, en fait, j'ai découvert ça, c'est que les gens, ils t'installent dans leur quotidien. Donc, tu te fais engueuler si tu postes pas ton épisode au même moment toutes les semaines. Donc, il faut cette régularité parce que tu sais pas, le mec ou la fille, elle va t'écouter quand elle amène ses enfants à l'école. Le jeudi, ça fait partie de sa routine. Donc, si ton épisode est pas là en temps et en heure, bah, elle va écouter un autre podcast hein, et potentiellement tu l'auras perdu. Donc ça cette discipline et cette constance, elle est contraignante et ça peut être une galère. La vraie galère, c'est depuis le Covid, c'est-à-dire qu'on a changé complètement notre façon d'enregistrer ça a changé même la nature du contenu. Maintenant, j'enregistre remote comme on est en train de le faire là. Donc, il a fallu trouver des nouveaux outils. Je pense que ça a un impact aussi sur notre façon d'enregistrer. Remote, c'est pas pareil qu'en direct. J'ai fait un épisode en direct sur ChatGPT cette semaine avec des mecs, des potes à moi de la vallée qui sont dans l'intelligence artificielle. On était à la maison. La dynamique de l'émission est complètement différente que quand tu enregistres remote. Et donc, remote, il y a eu plein de galères et la qualité de l'audio est pas toujours au rendez-vous. T'as des mecs qui se pointent au podcast, ils sont dans la rue. Je leur dis non mais attends, c'est pas un clubhouse quoi. Tu vois, c'est un vrai podcast. J'essaie de faire un. Ouais, donc techniquement et je pense que ça aussi, la qualité audio, c'est super important. Moi, je me fais défoncer si j'ai un de mes invités qui a un mauvais son parce que l'écoute et la qualité de l'écoute, c'est vachement important pour l'auditeur. Donc voilà. Donc ça, c'est la galère. Je pense que la plus grosse galère que j'ai, c'est de faire en sorte qu'il y ait une qualité audio chez mes invités. Quand c'est chez moi et que je leur donne un micro, bah, j'ai pas ce problème-là. Mais Ah, quand tout c'est va bien. remote, les mecs se pointent avec leur Bluetooth, leur AirPods, qui est une horreur. Voilà, ils sont dans des pièces qui résonnent, ils sont dans la rue. Enfin, c'est vrai. Alors maintenant, je suis devenu un peu Tu con annules. là-dessus, c'est-à-dire que quand je vois ça, je dis non, je suis désolé, j'enregistre pas. Tu vois, c'est pas Bah possible. oui, Voilà, ça sert à rien de perdre du temps et pour toi et pour eux. absolument, absolument. Ok. Uncut maintenant. Donc nous on s'est connus à peu près au début d'Uncut de ce projet via Ouais, le podcast Makers. ouais. Euh, quelle était l'intention et l'observation, on va dire, du début, et puis on va très vite arriver sur le constat et la version d'aujourd'hui. Euh, c'est un projet qui se cherche encore. Hein. Je vais être tout à fait franc. Au départ, l'idée d'origine, c'était de rendre le podcast interactif.
qui était une très mauvaise idée. Puisqu'en fait, après, donc l'idée, c'était de faire en sorte que les gens puissent réagir à ce qu'ils écoutaient et de créer une sorte de conversation entre celui qui émettait et celui qui écoutait pendant l'écoute. De façon asynchrone. Tu peux laisser des commentaires sur ce que tu écoutes. Et on a fabriqué un produit, un proto, on l'a lancé. Ça nous a mis quand même 5 mois pour fabriquer un proto. On l'a lancé et on s'est rendu compte que en fait les auditeurs ils ont pas envie d'interagir. Il n'y a pas de place pour ça. Pourquoi ? Parce que le podcast est un format qui est multitasking. C'est-à-dire qu'en fait les gens qui écoutent des podcasts, ils sont en train de faire autre chose. Ils sont en train de conduire, ils sont en train de courir, ils sont en train de cuisiner, ils sont en train de faire l'amour, j'en sais rien. Et donc il y a pas de place quoi en fait pour créer une sorte de voilà. Donc mauvaise idée, on a foutu ça à la poubelle et on est parti sur un autre problème. Donc là c'est un véritable pivot parce que le pivot c'est pas quand tu changes le produit, le pivot c'est quand tu changes le problème que tu règles. C'est pas le produit il change tout le temps. Ça c'est pas un pivot. Là c'est une itération. un vrai pivot. Ouais. Le pivot, c'est quand tu dis, bah, je veux pas régler ce problème-là, je décide de régler un autre problème. Donc, on voulait pas régler le problème de l'interactivité du format. On a décidé de changer le problème, et le problème, c'était le financement, c'est-à-dire de faire en sorte que les podcasteurs aujourd'hui vivent assez mal de leur production et de créer une nouvelle façon de financer son podcast. Qui ne soit pas de la publicité, qui ne soit pas un Patreon où je mets mon contenu derrière un paywall, etc., etc. Ou du sponsoring ou des trucs comme ça. Et donc, on a utilisé toute cette vague du Web3, des NFT, pour permettre aux podcasteurs de partager finalement le ownership, le contenu, avec leur audience et permettre à leur audience de financer par l'achat de NFT le podcast, leur podcast préféré. On a fait une autre itération et c'est là où on est aujourd'hui, où en fait ça va beaucoup plus loin que ça. Il ne s'agit pas simplement d'acheter un NFT. Aujourd'hui, on est dans un modèle où on a introduit la notion de collective, de Web3 collectif. Et donc l'idée, c'est de dire quoi ? C'est de dire quand je suis un créateur, et on est sorti des podcasts, on s'adresse à tous les créateurs, que je sois un musicien, quelqu'un qui fait des vidéos, du podcast, n'importe quoi, ou même un entrepreneur qui lance une boîte ou une association qui crée une cause ou n'importe quoi. Faire des choses, c'est compliqué, ça prend du temps et on est très seul face à ces choses-là. Donc l'idée de Uncut aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de dire, réunis ta communauté, nourris des projets avec ta communauté. Tu vas utiliser les NFT pour leur permettre de coproduire quelque chose avec toi. Imagine un musicien qui décide de faire un album. Il va dire à sa communauté, écoutez, j'ai le projet de faire cet album-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, de raffiner cette idée-là avec sa communauté et de permettre à travers des NFT à sa communauté de coproduire ce prochain album. Donc, peut-être d'émettre, 100 NFT. Et ces 100 NFT vont permettre à cet artiste, à ce créateur, de lever de l'argent avant de produire son album et d'utiliser cet argent pour la production de cet album. Et ensuite, de pouvoir rémunérer et récompenser les gens, ces 100 personnes qui l'ont aidé à faire cet album-là, avec la vente des NFT, de les faire participer à la vente de ces NFT qui touchent un pourcentage en fait sur la vente de ces NFT. Donc j'ai l'idée d'un album, je réunis ma communauté, j'ai mes 100 NFT en disant aidez-moi à coproduire cet album. Il y a 100 personnes qui achètent ce NFT, ça me fait peut-être lever $10 000, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, pour fabriquer cet album. Et quand l'album sort, je le mets au format NFT. L'album, il est peut-être disponible partout en écoute, mais la version NFT propose d'autres choses, quoi. Tu vois, des contenus additionnels ou des trucs comme ça. Et les fans qui l'achètent, cette version NFT, les 100 qui m'ont aidé à fabriquer cet album peuvent toucher une commission sur la vente de ces prochains NFT. Et donc, la boucle est bouclée. Et donc, l'idée, c'est pour ça qu'on parle de collectif. Et donc, Uncut, c'est une plateforme qui permet de réunir ta communauté, de l'organiser sous format collectif, de coproduire des idées ensemble et de permettre à ces gens-là d'être rémunérés avec toi sur la coproduction en fait de ça. C'est un peu fabriquer son propre label, quoi, en fait, quoi. Dans la musique, il y a ça.
bah, c'est la même chose et de permettre de faire ça pour n'importe qui crée n'importe quoi. Ça peut être un produit, ça peut être tu ouvres un restaurant, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un album, une podcast, une newsletter. Tu peux appliquer ça à n'importe quoi. Je pense que c'est une forme aussi de Kickstarter un peu tokenisé quelque part un peu. Sauf que c'est pas, tu vas pas. Ulule, Ouais, Ulule, ouais, Kickstarter, c'est vraiment, alors je pense que le problème, il est déjà, plus profond et heu, plus douloureux. ouais. C'est un pain, un petit peu plus grand, autant pour les podcasteurs que en tout cas pour les créateurs, les entrepreneurs. Ce que je remarque, c'est que tu ce ce, mmh, ce pitch, il est vraiment à la croisée de tes 3 casquettes, entrepreneur, investisseur, créateur. Et c'est génial que Tu tu dises ça. es au C'est vrai, centre hein, de tout t'as ça. raison, hein. Mais c'est pas du tout volontaire, hein. Mais c'est génial que tu le reconnaisses parce que je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Et je me suis dit, je ne serais pas cet entrepreneur, cet investisseur et ce créateur, je ne serais pas arrivé avec cette idée-là. Parce qu'effectivement, je pense que c'est la conjonction de ces 3 casquettes-là qui me font penser comme ça. Et c'est absolument vrai. C'est exactement ça ce que je cherche à faire. Et le problème, c'est que et ce que je trouve génial, c'est que t'es pas obligé de faire ça avec beaucoup de monde. Tu vois, moi, je l'ai appliqué à ma nouvelle saison là que j'ai commencé avec J avec Silicon Carnet. j'allais te poser la question justement, est-ce qu'on peut prendre cet exemple-là? Parce que tu as entre guillemets pris c'est un petit risque. Tu as dit, «Il y aura pas de prochaine saison si je vais pas au bout de cette Ouais, idée». Donc est-ce que tu peux nous exactement. partager Donc cet exemple? j'ai pris un risque, mais ça a super bien marché. Mais genre très honnêtement, hein, je savais pas si ça allait marcher. Hein. Mais j'ai dit avant de commencer la saison 4, puisque je fais ma pause estivale, hein, je suis à Barcelone en train de siroter du vermouth, quoi. Et là, j'ai dit à ma communauté, écoutez, la saison 4 ne débutera, je veux la coproduire avec vous. Donc, je vais faire 50 tokens que j'appelle des socios, que j'ai vendus entre 100 et 300 dollars. OK? Il y en avait 50, ce qui m'a permis de réunir à peu près 10 000 dollars. Et tant que je n'aurai pas vendu ces 50 socios, je ne produirai pas la saison 4. Et ceux qui ont acheté ces 50 socios, tout au long de la saison 4, tous les épisodes vont prendre la forme de NFT et vous aurez une part de la vente de ces NFT, ces 50 personnes qui m'ont aidé à coproduire. C'est mes associés, quoi, en fait, sur la saison 4. C'est eux qui me permettent de coproduire cette saison 4 et je reverse 25% des revenus de mes NFT à ces 50 personnes tout au long de la saison 4. Bah, j'ai vendu ces 50 socios en 2h30. Et en 2h30, j'ai levé 10 000 dollars. Bon, non pas que j'en avais besoin, mais il y a des créateurs qui en ont véritablement besoin pour fabriquer et produire des choses. Ben, j'ai réuni 10 000 dollars en 2h30. Et maintenant, mais surtout, tu vois, Gaël, il y a un truc qui est super intéressant dans cette démarche-là. C'est pas simplement une question d'argent. L'argent est très important. T'as besoin. Il y a des créateurs, créer du contenu aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Mais au-delà de ça, c'est surtout, Contrairement à ce que tout le monde pense, ouais, puisque tout le les monde croit que c'est podcasts et facile, les etc. YouTube Non, ça prend du et les temps et ça articles, coûte de l'argent. c'est gratuit. Ouais, non, c'est gratuit à consommer, mais c'est pas gratuit à produire. Mais au-delà de cet argent-là, c'est surtout, d'abord, ça te met un coup de pied au cul énorme. Et souvent, les créateurs, ils ont besoin de ça. C'est une forme de validation aussi. Si je les avais pas vendus, mes 50 socios, peut-être qu'en fait, tout le monde s'en fout de la saison 4 de Silicon Carnet. Donc là, au moins, j'ai eu une validation comme quoi ma communauté voulait cette saison 4. Et ça m'a apporté de l'argent upfront. Souvent, la monétisation, elle est à la fin dans le processus de création de contenu. Là, tout d'un coup, la monétisation, elle est au début. Ça change complètement le paradigme et ça me rend, comment dire, accountable en anglais, responsable ou en fait, il faut que je la fasse cette saison 4. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille au bout de la saison 4. Je peux pas arrêter puisqu'en fait, je me suis engagé à Ça travers t'engage, voilà, ouais. face à ma communauté à faire cette saison 4 qu'ils ont quelque part coproduit. Donc, je suis obligé d'aller au bout. Donc, ça a beaucoup de vertus en fait cette histoire-là. Et la beauté, c'est qu'on fait ça en utilisant la blockchain, ce qui fait que je fais tout ça sans signer de contrat, sans ouvrir de compte bancaire, sans toucher l'argent. Toute cette rétribution, elle est dans le smart contract que Uncut fabrique pour moi automatiquement.
Et donc, chaque fois que je vends un NFT, cette répartition, elle est automatiquement gérée par le smart contract sur la blockchain. Et l'argent va directement dans les wallets des gens. J'ai pas de compte bancaire, hein. Je ne gère pas de comptabilité, etc. Et après, chacun fait sa déclaration fiscale avec l'argent qu'il a touché. Mais ça, c'est pas mon problème à moi. Et ça, c'est la blockchain qui nous permet ça. Et ça, c'est absolument génial. Et donc, tu es un niveau au-dessus, encore plus libre, parce que tu as de nouvelles ressources. Il y a aussi une notion que j'aime beaucoup, dont on avait parlé, c'est cette notion de coproduction. Du coup, il y a des personnes qui se sont engagées, qui sont, tu nous avais partagé, je crois qu'il y a 3 ou 4% de chaque audience qui sont prêtes immédiatement à faire quelque chose pour le Ouais, c'est les contenu, le super fans. média, l'entreprise. Oui, Les super, super fans. exactement. C'est-à-dire que j'ai à peu près 20 000 écoutes par mois sur Silicon Carnet. OK. Dans ma communauté sur Uncut, j'ai 250 membres. OK. Et j'ai 50 personnes de ces 250 membres. J'aurais pu en avoir plus, mais comme j'en avais que 50, les gens se sont battus pour avoir ce rôle. Mais j'ai 50 qui m'ont aidé à coproduire. Donc, tu vois l'entonnoir. Et donc, en fait, ce qui est formidable, c'est que t'as pas besoin de millions de personnes. Moi, l'audience, c'est bien, c'est génial, mais c'est de la vanité, quoi, en fait. C'est de te dire, j'ai tant de follow, j'ai tant de listen. OK, ouais, mais ça sert à quoi? À rien, quoi, en fait, à part te dire que t'es quelqu'un d'important. Tu vois? Alors, ça peut faire du bien à l'ego, mais c'est un peu du tout à l'ego, comme dirait Damien Douani. Mais donc là, c'est autre chose. Je sais, ma vraie métrique aujourd'hui, c'est combien il y a de membres dans l'Hacienda. Cette communauté, je l'ai appelée l'Hacienda sur Silicon Carnet. Ça, c'est la métrique que je regarde. Aujourd'hui, on est 250. J'ai 250 hardcore fans qui sont des super fans, qui sont, c'est pas de l'attention, ils ont de l'intention. On en passe dans une économie de l'intention. Ce sont pas des gens qui like ou qui listen et qui consomment mon contenu sans rien dire. Non, c'est des gens qui care, qui ont une vraie intention par rapport à moi et qui sont capables de m'aider financièrement, mais pas que financièrement, parce que c'est une communauté. Uncut propose aussi un espace communautaire où je peux dialoguer avec eux et je reçois plein de feedback et tout ça. Et ces gens-là, c'est hyper important. J'ai plus l'impression d'être seul face à la production de mon contenu. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir 250 personnes qui me poussent tous les jours, qui investissent sur moi, qui contribuent avec de l'argent, du temps, des idées à la création de Silicon Carnet. Et ça change tout. Ça change tout sur ta façon de créer. Donc, on n'est pas prêt de voir s'arrêter Silicon Carnet. Ça, c'est chouette. J'espère. Aujourd'hui, justement, peut-être, donc tu as évidemment envie de pousser très loin Uncut, mais avec cette position un petit peu éloignée de la France, quelle est justement cette vision et que penses-tu du podcasting en France? J'ai l'impression qu'il se porte bien. Je vois, moi j'écoute beaucoup de podcasts et je trouve que la qualité du contenu, elle est vraiment très 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 bonne en France, même peut-être meilleure qu'aux États-Unis. La différence, je pense, c'est que la France a vu dans le podcast une sorte de produit culturel, c'est-à-dire que il y a vraiment une démarche presque intellectuelle, c'est-à-dire alors que aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un média de un peu comme les radios libres où les gens prennent la parole de façon beaucoup plus spontanée et voilà. Donc je regrette simplement qu'en France ça a été beaucoup préempté par des organismes de production très centralisés et un peu qui font un contenu génial, mais c'est toujours les mêmes, quoi. Tu vois, ça va être France Info, France Inter, tu vois, des médias traditionnels qui sont emparés du format pour faire leur contenu. Il y a ça aussi aux États-Unis, mais il y a aussi beaucoup plus de créateurs indépendants, j'ai l'impression, aux États-Unis. Donc, je sais pas hein, si je peux me permettre ça, mais j'invite tous les Français à prendre un micro et à développer leur propre podcast de façon libre.
et de pas attendre que ce soit produit par une sorte d'organe centralisé institutionnel, quoi, en fait. Parce qu'il y a, mais leur contenu est top, hein, je l'écoute. Mais j'aimerais bien qu'à côté il y ait d'autres. Il y en a, hein. Mais il y en a, oui, mais c'est la différence effectivement entre le cette culture du hacking ouais, versus nous on a une grande culture, je pense. Toi, tu connais aussi avec tu viens du monde littéraire, donc les journalistes, les ouais, voilà. les médias, les philosophes, les auteurs ont une grande part, encore, en France, c'est sûr. Et tu vois, d'utiliser Uncut et d'utiliser cette blockchain et ces NFT, c'est une façon de garder une forme de liberté. Silicon Carnet est coproduit par son audience, n'est pas coproduit par France Info, voire même French Web, est coproduit par ses auditeurs. Et parce que on a créé une forme de monétisation autonome, bah il y a pas de publicité, il y a pas de sponsor, le contenu n'est pas derrière un paywall, il n'est pas payant, il est gratuit et le podcast Silicon Carnet continuera tant que ses auditeurs continuent de le financer, mais à l'inverse d'un Kickstarter qui est simplement une sorte de d'aumône, tu vois, de dire je fais un don pour que Oui, Silicon Carnet continue. Non, là, il y a un non repartage. seulement ils le financent, mais ils font partie de l'économie, c'est-à-dire ils touchent une partie des fruits de cette économie. Et aujourd'hui, il y a 55% des revenus de Silicon Carnet qui repartent dans la communauté. Les socios touchent 25% et 30% de toute la vente des NFT de Silicon Carnet va dans un community wallet, une sorte de trésor de guerre de l'Hacienda, où aujourd'hui on est en train de faire monter ce trésor épisode Trésor. par épisode, et c'est la communauté qui décidera à quoi est-ce qu'on va utiliser cet argent. Donc voilà, Génial. et moi je ne touche que 45% des revenus que génère Silicon Carnet. Aujourd'hui, Silicon Carnet génère environ 30 ou 40 000 $ par an, quoi, en fait. Et du coup, justement, sur Uncut, l'équipe, elle est de combien, On est une et petite comment équipe tu parce que gères tant ça? que t'as pas trouvé ton product market fit, il y a une règle que YC, Y Combinator, ce fameux accélérateur de la Silicon Valley, avait donné, que je trouve qui est très très bonne. Tu ne peux pas être plus de 6. Donc on est 6. Il y a moi et 5 personnes qui travaillent essentiellement sur le produit. On a 2 product designers, UI UX guy, Nicolas et Charlotte. J'ai 3 développeurs, Pavel qui est en Pologne, Andriy qui est en Ukraine et qui fait un travail absolument remarquable, qui est notre back-end développeur et qui travaille dans des conditions absolument terribles. Là, on vient de pousser la nouvelle version, il n'y a pas d'électricité, il a poussé la nouvelle version, c'est sa copine qui conduit, il est branché à l'allume-cigare, ils font 300 km par jour pour garder la batterie up, quoi, en fait, et il se connecte à Starlink pour pousser le code. C'est ça la réalité d'Andriy en Ukraine aujourd'hui, et il continue de travailler tous les jours. Je suis admiratif de ce bonhomme qui a 26 ans. Et il y a Roman aussi qui, lui, est basé en Italie. Et puis moi qui suis à San Francisco. Après, on a quelques contracteurs qui nous aident sur du marketing, de la com, des choses comme ça. Mais l'équipe cœur, c'est 6 personnes. OK. Bon, j'espère qu'en 2023, ce soit, vraiment, switch on, Ouais. à fond Ça se sur présente ce pas jeu. bien, hein, 2023, mais bon, on va voir, en fait, quoi. Bon, on reviendra Pas pour dessus. Uncut, hein, pour le monde en général. J'ai l'impression que le monde de la tech Oui, bien va sûr. vivre une année compliquée, quoi, en fait, quoi, en tout cas. Il va falloir adopter le modèle de cockroaches, comme on dit aux États-Unis. Il va falloir devenir des cafards. Bah, en tout cas, tu es prudent et tu es au cœur de l'écosystème. Donc, tu vois très vite ce qui peut se passer, peut-être en avance sur nous en France, justement. Ouais, préservez le cash, enfilez votre imperméable, concentrez-vous sur fabriquer votre produit et vos utilisateurs. Et puis voilà quoi. Si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent et aux start-upers, c'est ça, parce que je pense que l'année 2023 va être très très compliquée. Mais ceux qui résistent et ceux qui
émergent et qui passent ce cap-là, c'est les gagnants, quoi, en fait, quoi. Ça va être formidable. It's not gonna be fun. Entourez-vous et écoutez évidemment des personnes inspirantes comme Carlos. Donc, ça, c'est super. Merci beaucoup. Salut, Gaël. Belle journée. Je peux le Merci. dire. Belle journée à toi. Hasta luego, amigos.